pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 56. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler du film Événement, sorti mercredi dernier. Je parle bien entendu de Belle et Sébastien 3, réalisé et joué par Clovis Cornillac. Non, celui qui se plaît à l'autre bout du fil, c'est Benjamin François, alias Quix. Et je vais te rassurer tout de suite, Benjamin François, on va parler plutôt de Black Panther. Bah ouais, ça m'arrange un peu parce que Belle et Sébastien, je l'ai pas encore vu en fait. Donc il est pas sorti à LA, tu confirmes? Bah pas encore, non, mais on attend une sortie exclusive avec tapis rouge pour la semaine prochaine, normalement, hein, si tout se passe bien, à moins d'une annulation de dernière seconde. Est-ce que je peux te faire une confidence? J'ai très envie de le voir. Ah non, mais ça m'étonne pas, tu as des kinks qui sont complètement inavouables, Daniel. Bon, en tout cas, bonjour à toi et bonjour aux auditeurs, puisque j'ai pas encore dit bonjour. Et oui, on va parler de Black Panther, donc le film événement du Marvel Cinematic Universe. C'est le combien? C'est le 18e, 17e? Je ne sais pas, je suis pas vraiment... C'est le 18e. 18e, voilà. Ouais. Et est-ce que tu les as tous vus, tous ceux d'avant? Bien sûr. Eh ben, d'accord, moi non, aussi. C'est mon taf. C'est parce que il faudrait qu'un jour on fasse un super MCU Battle quand même. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Beaucoup d'argent sur la table, il faudra qu'on s'y mette. Mais non, on les a déjà tous vus, on n'a pas besoin de les revoir non plus. Hein. Ah non, il faut se remettre dedans. Mais non, mais sinon on va faire Parlement MCU au bout d'un moment. Ouais. Oui, il faudrait déjà qu'on fasse un Parlement Luc à nouveau. Enfin bref, on en parlera à la fin, tout ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Allez. Mais il y a un truc qu'il faut ajouter. Oui. C'est que pour cet épisode-là, on a un invité, n'est-ce pas, Benjamin? On a un invité spécial pour parler avec nous de Black Panther. Et ce n'est pas Stéphane Boulet. Et oui, c'est grosse surprise générale car Stéphane Boulet est en train de faire le cacou en Islande puisqu'il est en vacances, comme un épisode sur deux, il est en vacances, mais cette fois-ci il a décidé d'en profiter. Et donc voilà, il chasse les aurores boréales et il mange du requin faisandé, ou alors il en a pas encore mangé, mais j'espère qu'il va en manger parce que c'est une spécialité locale. Mais donc nous avons un invité. Daniel, vas-y, présente-nous l'invité. Eh bien, il s'agit de Brice, alors attention, j'ai appris que ça se prononce comme ça, Iladji. Ouais, Iladji voilà. sur... Iladji, absolument. Bonjour Iladji. Bonjour, on va parler de Belle et Sébastien du coup, c'est ça? Salut Brice, ouais on a changé, on s'est dit que finalement Black Panther, tout le monde en parlait, donc... non mais je suis chaud, j'ai révisé, donc y a aucun problème. T'as vu les deux d'avant? Oui, l'intégration au MCU était vraiment pas mal. Et merci de nous faire l'amitié de venir en parler chez nous, parce que, en plus, si j'ai bien compris, tu vas faire la tournée des popotes pour en parler. Oui. Je suis un peu le référentiel Black Panther parce que j'ai saoulé tout le monde avec sur Twitter pendant des années et voilà, du coup maintenant des gens viennent me voir en DM pour dire que le film était bien, tu vois. À ce point-là, oui, quand même. Ah oui, à ce point-là. Oui. Ah, tu sais que personne ne vient me voir après Deadpool pour me dire putain Colossus trop bien. Tu vois, genre personne. Mais par contre, après les Tuches 3, je suis sûr que plein de gens viennent te voir, Daniel. Non, je réalise mon pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, alors pour plus te présenter, tu es juriste en devenir. Est-ce que ça te va comme sigle? Ça me va, c'est parfait. On sent bien la recherche de l'emploi derrière. Ça me correspond parfaitement. Et quand je dis que tu vas faire le tournée des popotes, c'est que tu vas ensuite aller. Tu es chroniqueur régulier à Allo Central. C'est ça. Et tu vas aussi faire le tournée des popotes puisque les gens veulent ton avis, mais on t'aura avant. C'est ce qui compte. C'est vrai qu'on a eu l'exclu quand même, mine de rien. On a bien géré sur ce coup-là. Oui, averti par surprise à 1h du matin. Ah ouais, hein, le DM d'1h du matin, pendant que moi j'étais en train de déjeuner, je me suis dit, tiens, on va inviter Brice. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Voilà, alors désolé pour ma réponse, qui a probablement été oui putain en majuscule. Oui. Oui, voilà. Mais en fait, je sentais l'enthousiasme dans ta réponse, donc je me suis dit, eh bien, parfait, il a l'air super ravi, ça fait bien plaisir en tout cas, parce que tu vois, ça aurait pu être un, je sais pas, peut-être, mais non, c'était un oui franc et enthousiaste, sûrement parce que tu étais ivre, ce que tu m'as dit dans ta deuxième réponse, mais n'empêche que... C'est ça, absolument, Alors, bon, pour les auditeurs, non, en fait, je suis pas ivre régulièrement, je fais pas ça tous les soirs, surtout pas 1h50 ou autre chose comme ça. Je fêtais juste mes 30 ans. Plutôt vers 14h d'habitude, les livres noirs. C'est ça, absolument. Mais donc oui, tu fêtais tes 30 ans. Voilà. 30 ans, un cœur à prendre, le message est passé. Voilà. Maintenant, Brice, oui. Le début de After Eight que tu connais, j'imagine, oui. C'est le moment où on parle parfois de nos vies pas très amusantes.
Et Benjamin, à toi l'honneur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi du coup j'étais pas ivre-mort à l'anniversaire de Brice parce que j'étais un peu loin, mais hier j'étais c'est vrai. Oh là 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 là, j'aurais pu faire l'effort, j'avoue, j'étais un peu une merde. J'étais donc à un concert, je suis allé voir, et c'était la 6e fois que je les voyais, je suis allé voir les Queens of the Stone Age au Forum à Inglewood, qui est une salle de concert un peu mythique de Los Angeles. Et en première partie, nous avons eu la chance de voir Royal Blood, et Royal Blood, ce sont donc ces petits Anglais de Brighton, je crois, qui ont une patate incroyable, alors qu'ils sont que 2 sur scène. Et donc le chanteur bassiste et le batteur, et ça déménageait, c'était formidable. Et puis Queens of the Stone Age, un très bon show, très solide ma foi, avec Josh de très bonne humeur, pas bourré, donc il n'a pas fait de conneries sur scène cette fois-ci. Puisque la dernière fois qu'il était bourré sur scène, il a frappé une photographe, ce qui était pas très malin de sa part, donc il s'était répandu en excuses le lendemain. Mais bon, bref, c'est un très chouette concert qui m'a mis de très bonne humeur. Et mais 2 sur scène, en début de soirée aussi, il le faisait il y a 20 ans déjà. C'est vrai, c'est pas faux. Et ça présageait à des nuits de folie d'ailleurs. Mais truc qui m'avait moins fait plaisir, ça y est, je l'ai terminé, j'ai fini Donkey Kong Country Returns et je n'ai pas du tout aimé. Le premier Le premier, oui, pas le Tropical Freeze, celui qui était sorti sur Wii, et moi je l'ai fait sur 3DS, puisque sur Wii, je refusais obstinément de jouer à un jeu qui me demandait de remuer la Wiimote pour faire des roulades. Ça me paraissait une hérésie totale, donc j'ai attendu la version 3DS, je l'ai fait sur 3DS, et je trouve que le gameplay est toujours pourri en fait. J'ai encore un problème avec le fait que quand tu veux pouvoir taper sur le sol, c'est le même bouton que pour faire une roulade, et donc il m'arrivait assez régulièrement la faute au stick analogique de la 3DS qui est pas hyper fin au niveau centre neutre, de faire des roulades alors que je voulais juste taper au sol, et ça m'a un peu saoulé. Bon là, si on veut, c'est un peu de ma faute, mais d'autres trucs qui m'ont plus saoulé, c'est qu'au final j'ai fini par m'ennuyer sur le jeu assez profondément en fait, très très vite. Je pense qu'arrivé à la moitié du jeu, je commençais à m'ennuyer grave, mais j'avais l'impression d'être pas loin de la fin, donc je continuais, et en fait à chaque fois que je débloquais un nouveau monde, je déprimais, genre oh putain c'est pas fini. Et le dernier monde est un cauchemar, pas juste parce qu'il est dur, mais parce qu'il est mal branlé, quoi. Entre les plateformes qui s'écroulent sans crier gare, les trucs qui te tombent sur la gueule sans que tu puisses les voir arriver, à moins d'avoir mais genre des réflexes dignes du pire des surhommes. Ça m'a mais profondément saoulé. Je trouve le jeu complètement pété et absolument insupportable sur la fin. Le design est fait pour te faire perdre des dizaines de vies jusqu'à ce que tu connaisses le niveau par cœur, et au bout d'un moment, moi j'en ai eu ma claque. Donc voilà, je ne recommande camarade hater, pas du tout. Tu sais quoi j'ai toujours détesté les Donkey Kong jusqu'à Tropical Freeze. Et en fait, je les déteste. Et en fait, les Donkey Kong Country, les premiers sur Super NES, j'étais pas forcément méga client, mais je les détestais pas non plus. Et il y a des gens qui m'ont dit mais c'était déjà comme ça sur SNES, et c'est possible, mais j'en avais pas ce souvenir. J'avais pas ce souvenir de jeux punitifs, mais complètement dégueulasses dans leur design, où t'as vraiment aucun moyen de savoir qu'un truc va te tomber sur la gueule. Alors oui, je me rappelle des passages en wagonnet qui étaient un peu comme ça. Mais putain, je trouve que dans Return, c'est amplifié en pire, et vraiment, ça m'a donné aucune envie de refaire les niveaux pour le 100% pour les collectibles. Surtout qu'en plus, les collectibles, il y en a, mais trop, quoi. Enfin voilà, ça m'a écœuré. Et plein de gens me disent, ah, Tropical Freeze est tellement mieux, mais comment vous voulez que je me fasse Tropical Freeze quand j'ai été écœuré à ce moment-là? Non, Tropical Freeze est vraiment mieux, mais parce que ça revient de loin aussi. Ouais, mais il a le même défaut principal, là, qui est que, en fait, on ne peut pas du tout. En fait, je sais pas si j'ai essayé d'y jouer en coop. Non. Le jeu est injouable en coop, en fait. Ils te le vendent, en fait, comme oui, c'est possible, tu peux jouer avec ton pote et tout ça. Enfin, par exemple, les niveaux où les plateformes s'écroulent, tu ne peux pas vraiment jouer en coop. Le jeu est fait pour une personne, en vrai. Ah bah ouais, parce que la plateforme s'écroule dès qu'il y en a un qui est dessus, et du coup, l'autre, s'il est pas... Ouais, j'imagine. Pourquoi pas emmerder 2 personnes au lieu d'une? C'est ça. Mais c'est un peu ce que je reprochais au New Super Mario Bros que tu pouvais faire en coop, où quand quelqu'un crève, tu sais, il y a un petit temps où l'écran freeze. Mais imagine, toi, t'es sur le point de sauter, l'écran freeze parce qu'il y a un des mecs qui meurt, et toi, du coup, ton input, il est pas pris en compte, et tu tombes. Enfin, c'était insupportable pour ça. J'aime bien tous ces jeux en coop qui sont pas du tout pensés pour la coop. Mais grave. Un connard qui va te siphonner tous les crédits. Mais du coup, en fait, tu t'amuses parce que tu tues tes potes, en fait. Tu t'amuses parce que en te foirant, tu fais perdre tes copains, mais si tu veux vraiment faire le jeu, tu peux pas, quoi. En coop, c'est impossible. Donc bref, voilà, c'était mon coup de gueule sur Donkey Kong Country Returns que j'ai pas du tout aimé. Donc venez à moi, les gens qui ont adoré et qui trouvent que je suis un gros naze et que je sais juste pas jouer. Il y en a déjà eu, donc je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres. Voilà, j'ai fini. À toi, Daniel, quelles sont tes news? Alors, d'abord, c'est une micro-annonce. On a une surprise. On l'a teasé dans Super Ciné Battle épisode 51. Non, épisode 50. Dès le 50. On a reteasé un peu le 51.
La semaine prochaine, lundi prochain, on dit tout. Voilà. Oh là là, ça tease à mort. On travaille dessus, on a su à grosses gouttes, et voilà, c'est bientôt fini. J'espère que vous allez kiffer. Voilà, juste ne loupez pas le prochain épisode, donc l'épisode 52. Et je vous confirme que c'est une vraie surprise parce que j'ai mis des mois à être mis au courant moi-même. Alors oui, ça, c'est de la bonne. Et puis côté mini actu, j'ai été voir The Room en public, donc j'ai participé à la grande fiesta organisée pour la venue de Tommy Wiseau. Alors c'est un peu tous les astres c'est un truc assez incroyable quoi. Il y a à la fois la sortie du film qui est nommé aux Oscars quand même, mine de rien. Disaster Artist. Hein. Ouais, pas The Room. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tous les astres s'alignent. Il y a ce film-là qui est nommé aux Oscars, alors que j'aurais pas imaginé ça, j'aurais pas cru ça possible. Il y a le bouquin qui est sorti en version française il y a eu 2 semaines à tout casser. Un très grand bouquin que je vous recommande si vous vous intéressez à la production d'un film, à la production du cinéma, et aussi à un truc assez bizarre qui est d'ailleurs pas dans Disaster Artist. On aura l'occasion alors pas dans le film, parce que le bouquin aussi s'appelle The Disaster Artist. Mais dans le bouquin, c'est beaucoup plus question d'un amour très très pernicieux, vraiment un truc je sais pas comment dire, de chantage affectif. Enfin, c'est vraiment un truc très 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 compliqué quoi, qui est évoqué dans le bouquin. Il y a de ça dans le film, mais c'est vrai que c'est très en retrait par rapport où le bouquin fait vraiment une plus grosse place à ça. Le film est beaucoup plus lol. Et donc, pour couronner tout ça, Tommy Wiseau et Greg Sestero sont venus pour assister et présenter The Room diffusé au Grand Rex. T'imagines un jour au Grand Rex un film, enfin genre ça me paraît incroyable en fait. Ah j'imaginais pas après l'avoir vu qu'il serait un jour au Grand Rex. Oui, effectivement, je te confirme. Et alors c'est étonnant parce que il a suivi une espèce de courbe accélératrice, je pense, avec l'arrivée du DVD en fait, avec le fait que tout d'un coup c'est très très vite devenu culte. Il y a ensuite eu les How Did This Get Made qui lui sont consacrés. Il y a eu beaucoup de podcasts, il a eu son Honest Trailer, au même titre qu'un film Marvel. C'est devenu un véritable phénomène de société, à tel point que j'ai été content de le voir au Grand Rex aujourd'hui, avant que ça devienne too much. Puisqu'au Grand Rex, on nous filait même le mode d'emploi, tu sais, pour être raccord avec le film. C'est-à-dire, quand il y a des cuillères, tu balances ta petite cuillère. Ah, avec le By Denny, quand Denny sort de l'écran et tout. By Denny, la porte. C'est les mêmes qu'on a, nous, ici, dans les bars à Los Angeles depuis des années, en fait. Ouais. Et en fait, ils les ont recyclés. Ils font même une notice d'explication, donc, qu'ils ont distribuée. Et ensuite, ils ont fait un petit court-métrage. C'est peut-être le moment d'avant l'industrialisation du nanar, en fait. C'est très particulier comme ambiance. Et du coup, en fait, tu t'entends pas vraiment le film. Tu peux en profiter parce que, mine de rien, c'est la VO sous-titrée, donc tu comprends ce qui se passe. Et tu comprends les absurdités, parce que, honnêtement... Bon, puis même sur les sous-titres, hein, les 3 scènes de cul toutes identiques qui sont pas du tout érotiques pour un pet, t'as pas besoin de sous-titres pour les comprendre. Je sais pas comment tu te situes, toi, par rapport à The Room. Moi, c'est un film qui me fascine complètement. C'est un film qui, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que je vais voir autre chose. Il y a toujours une couche de compréhension, et c'est pas du tout... et je le vois pas du tout avec un truc genre prétentieux, du genre, putain, il sait pas tenir la caméra, c'est out of focus et tout ça. Au contraire, moi je trouve que c'est un film complètement fascinant, et à chaque fois que je le vois, je prends plaisir. Le voir dans ces conditions était un peu particulier, quoi. C'était à la fois plaisant et à la fois déroutant, je t'avoue. Ah, j'imagine. Et finalement, je suis content de l'avoir, comme je te disais, je suis content d'avoir vu au top du game, avant que ça devienne, que on passe à autre chose, quoi, qu'il y ait le reflux, qu'il y aura un reflux forcément, quoi. Et c'est parce que c'est pas un film qu'on peut apprécier si on le voit pas avec des amis. Si on le voit tout seul, on est foutu. Ouais. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, je peux te dire, mon expérience de The Room, c'est que je l'ai toujours vu dans des bars avec des gens qui le connaissent par cœur. Donc, effectivement, ça change un peu la donne, quoi. C'est comme la seule et unique fois jusqu'ici où j'ai vu le Rocky Horror Picture Show. Je l'ai vu à un midnight screening à Los Angeles, dans un cinoche avec des gens déguisés. Et donc, évidemment, c'est pas la même chose que le voir en VHS chez soi tout seul. The Room, c'est la même chose. Il y a toute une ambiance, il y a tout un décorum, il y a toute une atmosphère. Et c'est un peu la même chose qu'avait expliqué Karim Debache dans son Chroma sur Troll 2. Ou Troll 2 qui est du même genre que The Room, un film qui finalement maintenant connaît un véritable culte, avec pareil des midnight screenings, avec des gens qui connaissent les répliques par cœur. Et pour The Room, c'est exactement comme tu le dis, je pense que
Tommy Wiseau, il avait vraiment une vision, il a eu envie de partager un truc. La manière dont il l'a fait fonctionne juste pas du tout, et c'est pour ça que les gens en rient. Et ça a créé un monstre qui lui échappe complètement, et maintenant il essaye un peu de surfer dessus, et c'est de bonne guerre, quoi, on peut le dire. Le plus important, ce qui me semble avec The Room, c'est que tu pourras plus jamais en refaire. Les conditions, les astres étaient alignés aussi, quoi. Il y a eu tellement d'argent sur la table, personne ne pourra refaire ça dans les mêmes conditions. Et aussi un autre truc, c'est que les gens qui seront sur le set et dans les studios, ils diront on est en train de faire un nouveau The Room. Maintenant, les gens sont trop conscients de ça. Maintenant. Puis en plus, le film tout entier, c'est ça qui est intéressant. Le film tout entier est l'émanation de ce mec-là, Tommy Wiseau, qui est vraiment un personnage très particulier. Personne connaît son passé. Figure-toi. J'ai vu une photo, Daniel. Quelle classe. Personne connaît vraiment son passé. Le type est super énigmatique. Il a un accent vraiment improbable. Tout ce qu'il raconte sur son enfance, t'as l'impression que c'est faux. Le type sort son argent, on sait pas d'où, parce qu'a priori, il aurait fait des investissements immobiliers dans les années 80 qui lui auraient rapporté beaucoup d'argent, qui lui ont permis de financer le film de cette manière, parce que The Room, mais on n'en sait rien. Mais on sait pas, voilà. On sait pas d'où vient l'argent. Tout ce qu'on sait, c'est que le film a coûté extrêmement cher vu le résultat final. Semble-t-il, ça a coûté entre 5 et 6 millions, quoi. Bah oui, on parle de 6 millions, voire plus. Donc, faut les sortir, les 6 millions de dollars, quoi. Et le gars les a sortis sans problème. Voilà. On va pas vous parler plus de The Room, parce que c'est pas le sujet du jour, déjà. Et peut-être aussi un autre truc, c'est que peut-être qu'on en reparlera au moment de la sortie de Disaster Artist. Peut-être même avec des guests, qui sait. Qui sort quand en France, d'ailleurs? Courant février, juste avant les Oscars. D'accord. Comme d'habitude. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir The Room, faites-le, mais ne le faites pas tout seul, surtout pas tout seul. C'est extrêmement déprimant tout seul. Ouais, il faut absolument le voir avec des amis, et moi je dirais il faut le voir avant de voir The Disaster Artist, vraiment. Ouais, je pense aussi. Est-ce que ça serait pas le bon moment pour parler avec notre invité de Black Panther? Ah. Vous l'entendez. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Black Panther, 18e film du MCU, et là, c'est comme si tout le monde se mettait d'accord pour dire que celui-là, il est pas nul. Celui-là est un film un peu plus mémorable que les autres. Certains vont même jusqu'à dire que c'est un film extraordinaire. On va se situer où on est. C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt apprécié. Je défendrais plutôt le film. Je trouve qu'il a les défauts d'un film Marvel traditionnel, c'est-à-dire la CG va vieillir à vitesse grand V. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées qui m'ont fait beaucoup plaisir. Beaucoup de ce que c'est vraiment du Jack Kirby passé à l'écran, et ça, c'est plutôt le genre de truc qui me plaît. Mais on va laisser parler notre invité. Brice. Oui. Ah oui. Est-ce que Black Panther a survécu à tes attentes? Ah mais complètement, il a terrassé mes attentes. En fait, dans la période de pré-hype qui a précédé, toutes les annonces et tout ça, j'ai commencé en fait à lire un peu de Black Panther. Donc j'ai commencé avec, les histoires par exemple dans Secret Wars du run de Hickman. Ah oui, en plus où il est vraiment un super-héros de ouf. Il est extrêmement classe. Enfin, cette scène avec Namor, je la tweete pratiquement tous les ans. Tu veux dire leur finish? Pendant les incursions. Ah, pendant les incursions, d'accord, ouais. Ok, je vois très bien. Ouais. Et voilà, j'ai découvert le personnage, j'ai découvert ses pouvoirs, beaucoup de choses, et j'avais quand même 2-3 trucs à lui reprocher. Et ils ont réussi en fait dans ce film à vraiment tout adapter parfaitement. Et ils ont pas fait comme on peut voir en fait dans les Netflix ou dans un Thor ou dans des trucs comme ça en fait où ils vont vaguement adapter et ça ressemble un peu à une fanfic et c'est un peu gênant. Là en fait non, tout colle parfaitement en fait à la réalité actuelle, à ce qu'on peut attendre en fait d'un héros de 2018 avec par exemple d'autres personnages comme Man Ape en fait qui est supposé en fait M'Baku en l'occurrence, qui est supposé être un mec dans un énorme costume de singe. Et non, là c'est juste en fait un mec un peu plus tribal dans une tribu retranchée. Une tribu retranchée, les Jabari. Ouais. Oui. Voilà. Dans tout ça pour dire en fait que j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont réussi à bien adapter en fait tout en retirant les défauts en fait qui sont inhérents en fait à Black Panther de base.
tant au niveau du personnage en lui-même, qui en général a la solution pour tout et qui est un peu le héros parfait, alors que là ils ont redistribué ça dans plein d'autres personnages, dont beaucoup de personnages féminins. Ils ont enlevé le fait qu'il est super smart en fait. Voilà. Ouais, ils ont fait de Shuri la super smart en fait, c'est ce qui est une bonne idée. Alors que Shuri, normalement dans la BD, elle est méga sérieuse en fait. Oui. C'est une assassin en fait. Oui. Et méga badass vu qu'elle endosse le costume de Black Panther quand T'Challa est occupé avec les Avengers ou à faire le cacou dans l'espace. Donc ouais, c'est un changement bienvenu. Et du coup, elle devient une espèce de Q assez rigolo en fait dans le. Ouais, c'est ça. C'est Q. Dans le schéma de Black Panther. Et voilà, ils ont tout bien. En fait, je suis juste extrêmement satisfait parce qu'ils l'ont parfaitement intégré à l'univers Marvel, sans faire venir l'univers Marvel de partout aussi. C'est-à-dire que tu veux dire que c'est le film indépendant et que on n'a pas l'impression, contrairement aux autres, que c'est le trailer d'un film à venir, quoi. Ouais, complètement. Et je pense que, alors c'est ça le truc avec celui-là en tout cas, c'est qu'ils avaient la pression. J'étais en train de me dire pourquoi plus la pression pour celui-là que pour les autres. En fait, les films Spider-Man par exemple, ils peuvent survivre à une daube. On a vu beaucoup de films à deux daubes même, vraiment médiocres. On en a vu plusieurs et le fait est que Spider-Man reviendra toujours. Batman peut survivre à n'importe quelle daube. Black Panther, c'est pas dit. Si c'était loupé sur celui-là, si d'abord je me fais pas d'illusions pour Walt Disney et pour Marvel, hein, c'est une affaire rentable. Mais si c'était loupé sur ce truc-là, ils auraient utilisé ça comme levier pour dire non, c'est bon, on arrête d'en faire. Et c'est souvent un peu la problématique du cinéma noir américain, c'est que souvent ils se mobilisent dès les premières semaines pour se dire faut qu'on y aille parce que sinon il y en aura plus. Mais d'ailleurs, Marvel se prive pas de le faire pour leurs comics. Hein. Tu vois bien certains titres un peu plus marginaux, direct, ils vont dire ouais, bon en fait non, ça marche pas en coupe. Et t'as même certains execs qui vont dire oui, c'est parce que ça parle de minorité, donc ça n'attire pas le public mainstream entre guillemets. Même s'ils continuent de moderniser leur personnage. Est-ce que t'as ressenti ça, Brice? Le côté il faut que ce soit celui-là qui marche, quoi. Ouais, enfin j'ai pas eu l'impression en fait qu'ils cherchaient vraiment en fait à jouer au niveau du marketing sur le côté afro-américain et tout ça. Je pense que c'est vraiment venu tout seul. Du public, ouais. Ouais, du public, mais je sais pas s'il s'est mis la pression pour ça ou si en fait il s'est juste mobilisé parce que il y avait enfin un héros qui correspondait en fait à leurs attentes. Ouais, c'est vrai que il y a eu ça, mais le fait est que après le contre-coup, c'est que les gens, les critiques sont dithyrambiques, quoi. Oui. J'en ai vu qui parlent de first genuine masterpiece du monde Marvel, enfin que c'est un film qui se tiendrait plus que les autres. Ce qui est compliqué parce que les films en général Marvel, ils ont toujours un peu ce même défaut, c'est qu'ils sont vite oubliables en fait. Complètement, j'ai déjà oublié Thor Ragnarok. J'ai complètement oublié le film là. J'ai vu il y a pas très longtemps pourtant. Waouh. Alors, non, mais même Ant-Man quoi. Enfin, mais Doctor Strange, je crois que c'est celui que j'ai le plus vite oublié. Mais c'est vrai que celui-là a une identité très forte, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres. Alors Thor Ragnarok, je trouve qu'il avait quand même une identité, mais Doctor Strange par exemple n'en a pas tellement. Alors que tu pourrais dire il y a la magie et tout, il y a tout ça, mais on se souvient de micro-bouts. Et d'ailleurs, pour celui-là, je pense que ça sera la même chose. C'est que je me souviendrai de micro-scènes qui m'ont plu. Tu vois, par exemple, j'adore le moment où ils arrivent en Corée dans un casino et ça ressemble à un James Bond avec Bossman et ses deux acolytes, quoi. Complètement. Et ouais. honnêtement, j'ai adoré cette scène, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment une vraie proposition. J'ai trouvé ça aussi classe que Fassbender en chasseur de nazis dans les années 60 en Argentine, tu vois, dans First Class. Dans First Class. Tu vois, genre j'aurais pu avoir tout le film là-dessus, en fait. Bah, c'est vrai que c'est une proposition intéressante de donner cet aspect James Bond. J'ai aussi aimé le fait qu'il tourne pour de vrai en Corée, alors que, et là c'est vraiment le côté complètement paradoxal du film, il me semble qu'il y a 0 image tournée en Afrique. 0. Voilà, que pour le coup ils sont vraiment allés en Corée, mais qu'ils sont pas du tout allés en Afrique. Alors dans le générique de fin, on peut voir quelques remerciements en Afrique du Sud. Je pense qu'ils sont allés faire du repérage et puis prendre des photos pour restituer un peu pour les costumes. Ah, il faut qu'on parle des costumes. Les costumes sont ouf. Ouais, les costumes sont incroyables. La BO est formidable. Est génial, quoi. Ouais. Et alors c'est ça en fait. On n'a pas parlé même pas du. On a parlé de notre impression générale, mais c'est que le casting est absolument fou. On a l'impression qu'ils ont pris tous les AAA de l'acting nord-américain. Et Isaac de Bancolé, mec.
Il y a Isaac de Bancolé. Et ça, putain, il a fallu que je voie le générique de fin, genre, mais merde. Et donc, Isaac de Bancolé, c'est le gars avec la veste verte et le disque sur la lèvre inférieure. Et je me suis dit, oh putain, mais je l'avais pas du tout reconnu, c'était ouf. Non. Mais oui, le mec le plus classe du Wakanda, oui. Mais oui, il est super classe. Et ouais, et puis, le fait est qu'ils ont enfin réussi un Nemesis. Alors évidemment, c'est un Nemesis qui est l'opposé du héros, et ça on n'en démord pas, c'est un truc qu'on retrouve dans tous les films Marvel, mais Michael B. Jordan est fabuleux, quoi. Je sais pas ce que Brice t'en penses. J'ai adoré Killmonger aussi. J'ai juste un petit problème avec lui, avec la manière dont il a été écrit. C'est qu'ils ont été obligés de le rendre en fait complètement psychopathe, donc complètement meurtrier, ce genre de truc, pour invalider son discours en fait, parce que en vrai, il a complètement raison. Oui, oui, en vrai, alors, je suis d'accord. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs son objectif en fait? Son objectif. Alors, il en a plus. Enfin, son objectif en fait, c'est de donner toutes les armes au vibranium à toute l'Afrique pour que les Noirs se défendent enfin en fait contre l'oppresseur blanc. C'est plus ou moins ça en fait l'idée. Voilà. Eh ben, il voulait en envoyer aussi aux États-Unis dans le monde entier en fait. Voilà. Et alors, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, celui qui met à mal son plan finalement, c'est le petit blanc au milieu. Et il faut dire un mot sur Martin Freeman. C'est que c'est le seul gentil, mémorable et blanc dans tout le casting. Et je m'identifie totalement à ce mec parce qu'il a l'air il essaye d'aider au cas où, tu vois, juste du bout des doigts. Tu le sens genre, perdu au milieu de la situation, genre bon, qu'est-ce que je peux faire les gars, j'aimerais bien aider quand même, mais bon si je peux faire ça, je vais le faire, hein, tu vois. Ce que j'ai adoré chez Martin Freeman, c'est qu'il joue ce rôle en fait que les Afro-Américains ont eu dans pratiquement tous les films de ces 30 dernières années, c'est-à-dire du petit sidekick en fait la moitié des vannes de ce film, en fait, c'est Martin Freeman qui agit comme un blanc. Il blague pas, il agit juste comme un blanc. Je veux dire, la vanne, en fait, par exemple, où il dit, vous pouvez monter dans la voiture, mais mettez votre lance dans le coffre, ça m'a fait mourir de rire parce que, voilà, c'est même pas de l'humour, en fait, c'est juste son comportement. Et ça faisait marrer aussi tout le monde dans la salle. Et ça me fait rire du coup que tu penses que tu t'identifies à lui. Mais non, mais complètement, parce que c'est vraiment le prisme inversé du sidekick, du comic sidekick, quoi. Et ils ont vraiment réussi un coup, et j'étais assez content qu'ils le tuent pas. Je me suis dit, ah merde, il va mourir, c'est pas possible. Il va mourir, il va se sacrifier, ça va être le gentil blanc qui se sacrifie. Non, même pas. Voilà ce qu'on a connu toutes ces années. Bon, jusqu'ici, on n'a pas trop spoilé, alors on va prévenir qu'il y a peut-être des chances qu'on se mette à spoiler par la suite. Je voudrais revenir sur ce que tu disais, Brice, sur le personnage de Michael B. Jordan, et je suis d'accord que la manière dont il a introduit et la manière dont ils l'ont méchantisé, j'ai envie de dire, est effectivement un peu étrange, parce que oui, il fallait quand même en faire un vrai méchant, et sur le fond, il a finalement pas tellement tort. Et je voudrais revenir sur le fait que je comprends pas pourquoi il avait besoin de tuer le personnage d'Andy Serkis, Ulysses Klaue, parce qu'il aurait très bien pu se pointer, montrer sa lèvre inférieure en disant, voilà, je suis de la famille royale, je veux défier le roi, et puis basta, quoi. Il avait pas du tout besoin de faire tout ce qui se passe dans la première partie, finalement, quand il réfléchit. Peut-être que peut-être que le film n'est pas assez long, peut-être qu'il y a des scènes coupées, peut-être en fait qu'il pense que du coup donc ce personnage d'Andy Serkis, Ulysses Klaue, peut-être qu'il pense qu'il est responsable en fait indirectement de la mort de son père, parce qu'en fait c'est lui qui l'a aidé à voler le vibranium. Enfin, il y a plein de raisons. Peut-être. Et puis il y a un autre mais truc, ça, c'est vrai que c'est pas montré. Oui. Et il y a le personnage de Disco, en fait, aussi, c'est un warmonger. C'est un gars qui utilise la vente des armes et tout ça, et donc ça permet de bien comprendre qui est le personnage de Michael B. Jordan par rapport à lui, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mec qui finance tous les groupes radicaux dans le monde et tout ça. Mais moi, j'avais un peu l'impression que ça visait à montrer que le perso de Michael B. Jordan, c'était un peu un traître aussi, quoi, qu'il allait planter ses alliés à la première occasion, si tu veux, que c'était une manière de le caractériser comme ça. Ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait, ouais. Mais dans le fond, au final, mais il est si son sexy, objectif et c'était juste de défier T'Challa, il avait pas besoin de le faire. Ah oui, il est extrêmement sexy, hein. C'est. Ah non, mais je veux que je dise, ce film est un danger, ou plutôt un truc positif pour ma sexualité, parce que putain, ça, tous les codes qu'on a fait, ils sont tous complètement chamboulés. Entre Michael B. Jordan, ils sont tous. Elles sont belles, eux ils sont beaux. Mais vraiment, il faut qu'on parle d'Angela Bassett, quoi. Angela Bassett, oh là là. Mike Quinn, j'ai envie de dire que c'est Mike Quinn complètement.
Forest Whitaker. Alors, surtout, j'ai adoré qu'ils prennent un acteur pour le jouer jeune avec le même problème de strabisme. J'ai trouvé ça fantastique. C'est vrai. Et oui, en plus, il y a Daniel Kaluuya. Ouais. Il y a Lupita Nyong'o. Enfin, vraiment, ils ont pris tous les mecs un peu trendy, tous les mecs qui sont en ce moment en haut de la pente, quoi. Vraiment, c'est vraiment un casting assez fait. Ils ont pris Kay Sterling aussi, je crois, qui joue le frère du roi. Enfin, vraiment, il y a vraiment, c'est un casting assez incroyable. Et surtout, on leur fait pas faire des trucs un peu idiots, quoi. Et ça, je prends ça pour illustrer. Alors, donc, on a averti les gens qu'il y a des spoilers. C'est que la dernière scène, c'est finalement le Royal Rumble tant attendu. Il y a lui et Michael B. Jordan qui se battent en image de synthèse dans un coin du truc. Pas et très puis belle. Ouais, en image de synthèse un peu ratée. Tu disais qu'elles vieilliraient mal, je pense qu'elles sont déjà datées. Ouais. Mais le truc, c'est que tout le monde se bat et tu comprends exactement pourquoi tout le monde est là, qui fait quoi. Et ça, c'est pas donné parce que en général, dans les mondes Marvel, ils sont à la recherche d'un diamant ou d'un bijou magique ou d'un truc, d'un MacGuffin tout pourri. Alors que là, tu comprends que c'est un conflit. Pourquoi les soldats ils sont là, pourquoi les soldats, les gardes du corps de T'Challa, tout d'un coup elles se rebellent contre l'ordre. Tu comprends ces gens. Et leur donner du sens et leur donner une motivation, c'est le truc qui manquait à Civil War. À la fin, ils se battent alors qu'il suffirait de dire hop, on discute autour d'un chai latte, ça suffira. Là, tu sens le conflit et tu sens pourquoi ils sont là. Et ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Je voudrais placer un mot sur Danai Gurira qui joue Okoye, donc qui joue la chef de la garde personnelle de T'Challa, et une garde personnelle qui est entièrement composée de femmes parce que elles sont badass mais comme pas permis. Et Danai Gurira qui joue Michonne dans la série télé Walking Dead d'ailleurs. Mais j'espère qu'on va la revoir dans l'univers Marvel parce que son perso est génial, quoi. Et tous les personnages justement de la garde rapprochée de T'Challa qui sont toutes des femmes archi badass. Mais elles envoient, mais c'est incroyable. Franchement, toutes leurs scènes sont fantastiques. On devrait les revoir dans Avengers 3, normalement. Eh bien, j'espère bien. Et alors, il y a un truc, on parlait de l'intégration de la 3D. Moi, je suis très fan avant Black Panther de Christopher Priest, j'étais très fan des runs de Jack Kirby, en fait. Et je trouve que le Wakanda, un peu maboule avec son trolleybus là, en magnétique qui passe, ça va avec tous ces trucs-là. Cette espèce d'aristocratie du futur, je trouve que c'est très Jack Kirby et je trouve ça assez appréciable et ça sent le soin, quoi. Tu sens la pression avec laquelle ils ont dû faire ce film et qu'ils se sont dû se dire putain, faut pas se louper ce coup-ci. C'est ça, ils se sont pas loupés. Ils sont pas loupés là sur la représentation, c'est vraiment très réussi. Et j'aime bien aussi que c'est pas. Tu parles de la représentation de l'ASF, tu veux dire? De l'afrofuturisme, comme on dit. Ah, de l'afrofuturisme. Oui, non, mais c'est clairement. C'est assez incroyable et en fait tu regardes les planches de Jack Kirby, tout était déjà là en fait et c'est fou de s'imaginer que dans les années 70 il avait déjà donné une vision, un truc comme ça. Il suffisait d'avoir la technique pour le faire en CG. Tout à fait, petit blanc. Non, je voulais dire que le film aborde un peu du bout des lèvres, et j'espère que les prochains films Black Panther en parleront, du fait que le Wakanda, tout à son avance technologique et tout à son futurisme, finalement est une nation qui est pas juste secrète, c'est une nation qui est profondément égoïste en fait, qui laisse le reste des pays africains crever dans la misère parce qu'ils ont trop peur qu'on découvre leurs secrets, et c'est un peu abordé dans le film justement, notamment par le personnage de Michael B. Jordan qui veut donner le vibranium aux autres pays africains. Mais j'espère que ce sera un peu plus abordé dans le futur parce que mine de rien c'est un pays qui vit derrière un mur géant et ça rappelle aussi l'actualité actuelle, donc quelque part. Brice, je me disais un truc et je trouvais que ça c'était vraiment très intelligent et c'est pour ça que je trouve que c'est un de mes films Marvel préférés depuis longtemps. Je trouvais que la scène de fin et donc Michael B. Jordan, évidemment les méchants doivent mourir dans les films. Mais je trouve que ces dernières paroles, elles sont tellement pleines de sens. Il y a tellement de gravitas. Je me demande quelles pourraient être les répercussions de ce genre de. C'est pas des choses classiques qu'on a l'habitude d'entendre chez un méchant d'un film d'action. T'as l'impression que c'est un gentil qui meurt en fait à la fin. Ah, il y a eu des réactions de malades en fait suite à cette réplique à la deuxième séance à laquelle je suis allé en fait, parce que bon, la première c'était l'avant-première, donc il y avait
c'était pas pareil. Il y avait des gens un peu de la presse ou des trucs comme ça, tout ça. Mais la deuxième, déjà, j'ai jamais été aussi satisfait de voir. Enfin, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie de voir autant de noirs dans une salle de ciné. Voilà. Et suite à cette réplique, alors il n'y a pas eu des grands applaudissements et tout ça, mais ouais, j'ai clairement entendu des réactions dans la salle en fait. Les gens ont été. Il y a eu des applaudissements dans la salle pour moi. Hein. Il y a eu énormément d'applaudissements pendant tous les crédits, toute la fin. Ouais. Ah mais oui, non, mais pendant le reste du film, oui, il y en a eu. Mais pendant cette réplique précise de Killmonger en fait, qui dit que il préfère être enterré dans l'océan plutôt en fait, à l'image des de ceux en fait dans les bateaux qui se jetaient à l'eau, plutôt que d'être enchaînés en fait. Il y a eu pas mal de réactions. Donc déjà dans la salle en fait, c'était complètement fou. Et aussi donc après j'ai passé plusieurs de mes soirs en fait sur divers forums, sur divers subreddits, à la recherche d'infos sur le film. Et tout le monde ne parle que de cette réplique. Elle est tellement puissante et tellement lourde de sens. Moi honnêtement, je suis pas habitué à voir un film Marvel aborder des sujets aussi dur, quoi, aussi grave, et aussi frontalement, alors que c'est ça qui est la force des personnages de Marvel, c'est que finalement ce sont tous des métaphores, quoi. Il y en a un qui est Luther King et l'autre qui est Malcolm X, mais ils ne le nomment jamais, quoi. Alors il y a un problème par contre, dis-moi. C'est que à plusieurs reprises le film du coup donc par le personnage de Killmonger va utiliser ce discours. Que faisait le Wakanda pendant que nous on était dans la merde ou ce genre de truc, mais le film en fait te rappelle de temps en temps en fait que c'est un Marvel et que de tout ça finalement on s'en fiche un peu et que ce qui est important c'est la bagarre et ce genre de truc, et il y a vraiment que Killmonger qui parle de tout ça. Donc j'imagine que ça a été le discours principal du coup du réalisateur, je viens d'oublier son nom. Merci, merci. Ça doit être la vision principale en fait de Ryan Coogler, mais on sent en fait qu'il s'est fait un peu taire par Marvel en fait, qu'il voulait pas en faire un film trop militant, et j'ai l'impression que c'était vraiment son intention à lui par contre. C'est pas impossible, ouais, effectivement. Et je crois que Marvel, pourtant, c'est ça. Moi, c'était la principale frayeur que j'avais pour Ryan Coogler. C'était un mec qui avait du potentiel, même si je suis pas un ouf de son spin-off de Rocky. Je trouvais que c'est un gars qui a vraiment un propos. Mais le truc, c'est que je me suis dit, ça y est, le pauvre petit, parce qu'il a 31 ans ou quelque chose comme ça, il va se faire avaler par la machine hollywoodienne, il va se faire avaler par Marvel. Et j'ai l'impression qu'il se défend, quoi. Enfin, de faire des trucs comme ça, d'avoir des personnages aussi nuancés, quoi. J'en avais pas vu depuis très longtemps. Enfin, faut se souvenir du méchant de Iron Man 1, enfin, qui est une espèce, c'est je vais garder tout l'argent pour moi. Le méchant de Doctor Strange, c'est un peu pareil, il est méchant parce qu'il est méchant, quoi. Ça va pas beaucoup plus loin que de la gaudriole en collant pour beaucoup de films Marvel, et c'est pour cela que celui-ci, tu sens qu'il y a eu un impact beaucoup plus important auprès du public, auprès des communautés afro-américaines. Et oui, là il y a un message quelque part. C'est quand même, c'est sûr, bon, c'est pas 12 Years a Slave ou je sais pas quoi, mais c'est quand même un film. C'est quoi, c'est peut-être plus important que 12 Years a Slave dans certains cas. Parce que ça touche plus de gens, je pense. C'est plus de gens. Et puis tu sais quoi, New York Times, je lisais un article qui disait simplement Why Black Panther is a defining moment for Black America. C'est peut-être un truc qui se joue en ce moment à Hollywood, de comprendre et d'accepter un passé qui est, faut le dire, un truc, c'est que pour nous en France, on n'est pas du tout concerné de la même manière par l'esclavage et le passé. Alors qu'on devrait, parce qu'on les a fournis, les esclaves, quand même. Hein. Oui. Oui. Non, mais perception différente, tu vois. Pour l'Amérique, la Shoah est très différente aussi, tu vois. Enfin, c'est une perception très différente, très différente. Et en même temps, il y a peut-être un truc qui est en train de se jouer entre l'afrofuturisme, il y a un truc le mélange des costumes traditionnels et en même temps de futurisme. Je me demande comment sur quoi ça va déboucher. Est-ce qu'ils vont faire un 2 et garder cette même courbe? Parce que je pense honnêtement que en termes social, c'est ça qui m'intéresse. Enfin, finalement, c'est l'impact social du film. Est-ce que c'est pas le truc le plus important depuis Roots, enfin Racine en français, qui moi m'avait vraiment marqué, quoi. Quand j'étais petit, tout le monde me parlait que de ça et de Kunta Kinte, et qui est resté en moi depuis des années, quoi. Est-ce que tu penses que Brice, est-ce que ça va être un defining moment, comme le dit New York Times? Complètement, et c'en est aussi un pour moi, parce que en fait,
énormément de films, en fait, je dis pas tous, hein, énormément de films, de grands films en fait, qui parlent donc de la communauté noire. En fait, l'histoire on la connaît en fait. C'est très 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 souvent des histoires d'esclavage. Là, par exemple, j'ai entendu mentionner 12 Years a Slave. Ouais. Voilà, ou Roots. Voilà, par exemple. Et là, en fait, c'est une des rares fois où on a un truc en fait qui se passe dans une Afrique vraiment cool, complètement différente. Et l'afrofuturisme. Enfin, j'ai vu des gens mais devenir complètement dingues en fait parce qu'ils connaissaient pas du tout l'univers de Black Panther, et pour eux en fait c'était pas l'Afrique parce qu'ils sont pas habitués. Ouais, c'est vrai, et ouais, c'est vrai que c'est Et auprès en fait, donc j'ai vu beaucoup de réactions en fait, la plupart des réactions comme ça que j'ai lues en fait, malheureusement c'est un peu de la part de personnes blanches qui ne comprennent pas en fait que en fait nous on en a un peu marre en fait de tout le temps voir en fait des films d'esclavage, des films en fait où on est un peu dans la merde, ce genre de trucs et tout ça, et en fait on veut pareil, on veut en fait le même délire qu'avec Thor, avec des trucs comme ça, on veut nos univers à nous et ce genre de trucs, et ça en fait ouais. J'espère que ça va inspirer, et pas que chez Marvel, j'espère que ça va inspirer en fait tout un tas de films, et qu'on va avoir en fait mais toute une nouvelle culture afro en fait, de nouveaux univers, de nouveaux films, peut-être même de jeux vidéo, que j'aimerais bien que ça lance quelque chose en fait, et je crois qu'on est bien parti pour ça. Ouais, c'est ça, c'est une certaine peut-être marre du misérabilisme à outrance, ne pas oublier l'esclavage, surtout pas, mais proposer autre chose à côté, quoi, pas voilà. Et ouais, je comprends tout à fait. Michael B. Jordan disait avec un peu de cynisme, il dit tout se jouera au niveau des dollars, et il a pas tort, hein. Si ça représente de l'argent, les gens vont s'y intéresser, ils vont s'attarder sur le truc, ils vont faire fructifier en fait. C'est ça l'idée, c'est de faire fructifier quelque chose, et ça serait pas bien. Moi je t'entends, Brice, sur tout ça en termes de représentation. Les Russes en général, on n'a jamais été bien représentés. Je me chopais toujours aujourd'hui encore, on me parle de Poursuite d'Octobre Rouge comme si c'était un grand film, mais moi je peux pas le voir ni l'entendre. Et on te parle pas d'Ivan Drago dans Rocky 4, tu t'en sors. On me parle de Zangief, mec. On parle de Zangief. Alors Daniel, est-ce que c'est vrai que tous les Russes se baladent en slip dans la rue? Parce que Zangief est représentatif quand même. C'est faux, mais non, mais vraiment les Russes, tu vois, quand j'ai découvert Colossus, tu vois, je te prends un exemple de comics, quand j'ai découvert Colossus, j'ai un mec abandonné, qui a quitté ses racines pour aller aux États-Unis et tout, pour être avec des petits poilus canadiens. Honnêtement, je me suis complètement, j'ai adoré ce personnage, et alors tu peux t'identifier à quelqu'un qui te représente pas, qui n'est pas proche de toi, c'est pas ça la question. J'adore Daredevil, je suis pas aveugle, tu vois. Mais alors que Brice, il est juriste, donc il est plus proche de Daredevil que toi déjà. Techniquement. Mais alors, tiens, ça c'est une vraie question subsidiaire pour Brice. Est-ce que le jour où Black Panther a pris la place de Daredevil, car c'est arrivé, est-ce que tu t'es pas genre dit là c'est bon, c'est mon perso totem? Attends, ça arrive dans quel run? Il va falloir je vais absolument devoir lire ça. Alors c'est incroyable, tu vois, Black Panther c'est un roi, mais en même temps il s'est dit je vais être un peu street route, un peu tu vois, et donc il est allé à Hell's Kitchen et il a ouvert une espèce de diner qu'il opérait le jour, et le soir il allait pour casser la gueule aux punks dans la rue, quoi. Et c'est un truc assez récent en fait. D'accord, je me renseigne là-dessus et non, mais c'est n'importe quoi. C'est une époque où il se passait beaucoup de choses. Ils savaient pas quoi faire de leur personnage, hein. Soit il était beaucoup trop puissant et ils savaient pas quelle histoire lui donner. Enfin, la preuve, super récemment, là ils l'ont quand même envoyé dans l'espace avec les Ultimates. Ah, mais c'est mortel. Cette équipe est complètement mortelle. En plus, d'ailleurs, on parle de représentativité. Ils envoient, c'est Space Black People, quoi. Bon, c'est génial. C'est écrit par merde, j'ai un trou de mémoire. C'est The Ultimates par le mec qui est présenté par comme le nouveau Alan Moore de la Marvel. Non, c'est vraiment super chouette. Et d'ailleurs, à chaque fois, je flippe qu'ils vont le couper le sifflet parce qu'il fait des trucs un peu maboule, quoi. Mais c'est récemment, ils ont déjà coupé quelque chose en fait qui tournait en parallèle, c'était pas Black Panther and the Crew? Si, ils l'ont coupé. Alors évidemment, le truc avec les comics, c'est que dès qu'il y a des mauvaises ventes, c'est Alley Wing, voilà, ça y est, son nom m'est revenu. Dès que t'as des mauvaises ventes, en général, c'est ce qu'on disait au début, c'est que quand c'est un spin-off de Spider-Man et qu'il se plante, ils s'en foutent. Mais dès que c'est un crew de Luke Cage et ses copains, ils disent vous voyez, ça vend pas. Et c'est toujours les mêmes trucs qu'on réentend. C'est juste que
C'est juste qu'à un moment, il faut mieux commercialiser les comics, quoi. Mieux le marketer, ouais. J'avais un petit point costume parce que c'est vrai qu'on a dit qu'ils étaient très bien, mais en fait, ce que j'ai trouvé vraiment chouette, pour revenir au film, c'est que c'était quand même archi casse-gueule et ça aurait été facile de faire des costumes tellement bariolés que ça aurait donné un peu un côté entre guillemets bon sauvage, tu vois, genre regardez, ils ont des costumes rigolos, les Africains, haha, ils sont pas comme nous. Et je trouve que le film réussit très bien là-dessus à faire une espèce de comment dire, une convergence entre costumes tribaux traditionnels et aspect un peu plus moderne. Le personnage d'Isaac de Boncollet est super justement parce qu'il est super classieux avec sa veste verte, mais avec ses ornements très traditionnels. Donc là-dessus, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment un très très beau boulot. Et de la même manière, la musique aurait pu faire caricature de musique africaine tribale, mais s'intègre vraiment bien. Il y a vraiment un très beau mix entre rythme africain et sonorité plus pop. La bande son est l'œuvre de ça y est, j'ai oublié son nom, c'est un Suédois qui a bossé avec Childish Gambino et qui avait aussi bossé sur Community, et Ludwig Göransson, et donc de la même manière que les costumes réussit, je trouve admirablement cette espèce de convergence entre tradition et modernité pour en sortir un vieux poncif, mais voilà, c'est quelque chose qui était vraiment très casse-gueule et qu'ils ont très bien géré, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a autre chose en fait que les costumes et les musiques en fait qu'ils ont très bien géré et qui étaient extrêmement casse-gueule. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les voix, les accents des personnages. Parce que alors ça c'est intéressant parce que j'ai entendu beaucoup de gens s'en plaindre. Oui. Mais alors pas du tout aux États-Unis. J'ai entendu beaucoup de gens en France s'en plaindre. J'ai eu plusieurs débats en fait, sur Twitter et un peu ailleurs en fait, de personnes qui trouvaient en fait l'accent des personnages du Wakanda un peu illogique ou ce genre de choses. Enfin, on me disait assez souvent que en fait c'était pas un vrai accent africain. C'est cool en fait parce qu'en fait ils ont créé une langue. En fait déjà à la base ils ont créé une langue. Ils ont créé le wakandien ou le wakandais, je ne sais pas. Et avec ça en fait, je crois que c'est Chadwick Boseman en fait qui est donc parti en fait sur son propre accent qu'il a inventé. Et il a fait ça. Donc j'ai lu ça dans plusieurs interviews. Un peu par militantisme, dans la mesure en fait où il a cherché à garder ce faux accent pour montrer en fait que sa nation n'a pas été colonisée. D'accord. Ouais. Il y a vraiment un truc réfléchi. Oui, complètement. Et donc ça me paraît tout à fait logique que malgré le niveau d'éducation en fait des personnes qui vivent au Wakanda et le statut de T'Challa, je trouve ça tout à fait normal que il ne perde pas son accent en fait quand il va parler en fait une autre langue. Même si en fait on sait tous que quand on a bien appris une langue, en fait, on est supposé en fait la parler un peu comme les natifs, mais je trouve que ça colle aussi très bien au fait que ce soit un héros qui est quand même, basé sur la fierté africaine. Ouais, c'est ça, il garde son accent par fierté. J'avais pas saisi ça comme ça, c'est intéressant. Non, c'est très très intéressant effectivement. Et l'accent est très réussi, donc c'est pas un vrai accent africain, mais il est parfait et tous les personnages jouent le jeu quoi, et c'est très bien. Moi ça m'a beaucoup moins dérangé par exemple que Wonder Woman, puisque Wonder Woman en fait l'actrice est israélienne, donc elle a un accent quand elle parle anglais, mais du coup ils se sont dit on va tous mettre un accent sur toutes les Amazones pour que faire genre que les Amazones faire c'est l'accent grec. Et du coup c'est un peu naze en fait. Gênant. Ils auraient dû juste la laisser avec un accent et rien d'autre quoi. Et du coup dans Black Panther ça me paraît beaucoup plus cohérent. Ils en ont tout ça en plus, à part Michael B. Jordan justement qui lui a vécu toute sa vie aux USA, donc il parle. Il est né là-bas. Voilà, ouais. C'est ça, et je crois que le seul qui joue pas vraiment le jeu des accents en fait dans tout ça, c'est M'Baku de la tribu des Jabari en fait, qu'on entend moins, son accent est moins prononcé, mais ils font tous vraiment l'effort et j'ai vraiment apprécié ça. Et puis eux, ils ont leur truc, ils font les ou, tu vois, ils ont leur truc à eux qui permet de les identifier. Non, mais c'est vrai, un paradoxe parce que le personnage de M'Baku, si je me souviens, c'est Winston Duke, et Winston Duke, il vient de Tobago en fait. Il vient de Trinidad et Tobago, donc du coup, lui est un vrai migrant en plus, en quelque sorte. C'est assez paradoxal d'avoir choisi justement de. Mais en même temps, c'est presque lui qui sort les meilleures vannes du film aussi. Oui. Faut quand même pas l'oublier. Ouais. Pour un film qui est très peu de vannes quand même. C'est un héros très sérieux, Black Panther. Et c'est super rafraîchissant aussi. C'est alors. En fait, c'est quelque chose que je reproche au MCU en général, c'est que depuis le début, on nous a tous collé, en fait, tous les héros ont l'humour du Spider-Man de Bendis.
Ils font tous des vannes en fait, à chaque fois. Ils sont tous en fait, mais des méta-vannes, voilà, des méta-vannes. Ils sont tous super sarcastiques. T'arrives pas à les différencier en fait entre eux en fait. Enfin, de Thor dans son dernier film a fait les mêmes vannes en fait que tu pourrais entendre d'un Spider-Man ou de Star-Lord. C'est marrant ce que tu dis parce que quand tu dis ça, j'ai l'impression de relire mes critiques de Bendis d'il y a 15 ans. Voilà. Où je disais mais en fait ils parlent tous avec la même voix. En fait tu sais plus qui parle. C'est ça. Et là en fait, T'Challa ne rigole pas. Il est pas là pour déconner en fait. C'est pas un fait. marrant lui. Et il sort pas une vanne, je crois. Hein, ah non, pas une seule. Son perso. Ah non, pas non, une, non. ouais. Non, et même son histoire d'amour est restée très en second plan, quoi. C'est très chaste, très sage. Ouais, c'est pas genre tu gagnes la trophy girl à la fin. Non. C'est pas une trophy girl. Ouais. C'est assez bien pensé, c'est assez rafraîchissant en fait. C'est qu'on change, ça change un petit peu quand même. Et ça change aussi par rapport aux comics dans la mesure où, alors comme en fait, ça date de 66 et tout ça, normalement les Dora Milaje, ce sont supposés être les promises de T'Challa. Voilà, il est supposé en fait. Tu pouvais plus faire voilà, ça. il est supposé les garder dans un coin en fait pour se marier avec elle un jour ou ce genre de truc. Et Nakia, du coup, est supposée être l'une d'entre elles. Ouais, mais il pouvait plus le faire comme ça. Il pouvait plus le faire déjà. Ouais. Et en plus, je crois, dans le run de Priest, Nakia est devenue complètement folle à cause de ça, elle est complètement amoureuse de T'Challa, qui lui ne voulait pas toucher à ses promises. Donc en fait ils ont fait une très bonne réécriture en fait de toute la partie sur les Dora Milaje. Ils ont donné un rôle complètement différent à Nakia. J'imagine aussi que c'est pour ça que pendant la bataille finale il lui donne un costume de Dora Milaje. Ça doit être une référence, je sais pas. Ouais, certainement, c'est un petit clin d'œil, ouais. Voilà. Et c'est très bien en fait d'avoir entièrement changé cette histoire d'amour en fait et que ce soit pas un love interest complètement pourri et avec une personne complètement folle en fait qui est supposée être Nakia. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que je demande l'aval de Brice, est-ce qu'on a bien traité le sujet? Est-ce qu'on Et en plus on n'a pas trop spoilé pour une fois. Bon, on raconte que le méchant meurt à la fin. Est-ce qu'on est resté dans les cordes, ça va? Je suis en train d'y réfléchir. Ouais, non, on n'a pas trop spoilé. On n'a pas trop spoilé, on n'a pas haté du tout en fait. Alors que moi, on m'avait dit After Eight, tu vas voir et tout ça. Enfin. Ah, j'ai été Donkey Kong, moi. J'ai fait mon boulot. Ce niveau 8, les gars, c'est à vous maintenant. Hein. Ah, j'ai rien à dire niveau 8. Allez. Éventuellement, si on veut, la 3e partie du film. C'est une 3e partie d'un film Marvel. C'est les effets spéciaux. Mais au moins, il y a rien qui tombe du ciel. Déjà, c'est déjà bien. Il y a pas un MacGuffin magique. Après ça change, mais ça fait pas un film extraordinaire non plus. C'est juste que on évite ce qu'on appelle la Marvel fatigue, quoi. Et Marvel fatigue, vu qu'il y a encore 3 films Marvel à sortir cette année, on n'a pas fini, quoi. Elle peut à tous les films. Ouais, je compte Venom dedans, mais oui, d'accord. Venom. Ah oui. Ah ouais, il est censé sortir cette année. Et il y a Deadpool, est-ce que compte Deadpool aussi? Deadpool est un film... c'est pas des films MCU, mais oui, Deadpool est un film Marvel, oui, ça c'est sûr. Donc il y a Deadpool, il y a Deadpool, il y a Venom. Il y a Avengers, Deadpool, Venom. Il y a Wasp, Ant-Man et Wasp. 4 oh, oui, putain. 4, mais est-ce que X-Men Phoenix sort cette année aussi? Je crois qu'il sort l'année prochaine, mais... voilà, on est sauvés, quoi. Mais voilà, c'est... La fatigue Marvel peut poindre à tout moment et elle peut retomber. On peut retomber Tu veux compter Solo comme un film Marvel? Allez. Solo dans le MCU. Il y a des comics, hein? Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, non. Mais c'est difficile parce que j'ai vraiment rien de négatif à dire sur le film, quoi. Là, en fait, je serais prêt, ce soir, à le revoir une 3e fois, carrément. Autant d'enthousiasme, ça fait plaisir dans After Eight. Ouais, non, mais de toute façon, le film, je pense, est facilement dans mon top 3 des films du MCU, et à part les effets spéciaux, j'ai vraiment pas de critique à faire. Bon, à part, si, je te dis, Michael B. Jordan, j'aurais aimé qu'ils en fassent pas un méchant, il est pas unidimensionnel, mais ils ont vraiment forcé sur le côté méchant en le faisant tuer Andy Serkis, et je pense que c'était pas forcément nécessaire, mais voilà, à part ça, c'est mineur, quoi. Sinon, son discours aurait eu de la crédibilité, et c'est gênant. C'est gênant qu'un méchant soit plus crédible que ton roi. Ouais. Puisque, rappelons-le, monarchie, droit divin, tout ça, machin, pas bien. Mais surtout que, en fait, il a réussi ce qu'il voulait faire, techniquement, Killmonger, puisque, à la fin, en fait, le Wakanda n'est plus caché. Le Wakanda, oui, s'ouvre au monde, finalement. Tout à fait. Donc, en fait, il a changé la vie de T'Challa. Il a réussi, oui. Voilà. Mais, en fait, le méchant a presque gagné, au final. Bon. L'avantage, c'est que le chef de l'État n'est plus un maboule avec autant de cicatrices que de gens qu'il a tués en Irak et en Afghanistan. Mais, oui.
Mais finalement, oui, son discours a eu un impact. C'est ça. Clairement. Je tiens juste à remarquer, pour clore ce débat, c'est que maintenant, moi j'ai toujours dit T'Challa, mais à cause du film, maintenant les gens disent T'Challa. Et tout le monde disait T'Challa avant ce film, vrai. en fait. J'ai encore du mal, je dis encore T'Challa, mais... Moi je dis T'Challa, je pense que c'est à ça qu'on reconnaîtra les Mais il y a une apostrophe, donc c'est bien T'Challa en vrai. C'est ça. Effectivement. Ouais, mais je sais pas, pour moi c'est T'Challa et T'Chaka, quoi. C'est T'Challa et T'Challa. Oh là 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 là. Je pense qu'on va passer à nos recos et on va pas te laisser parler. Vas-y, c'est une vanne méta. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. C'est vrai, Brice, on a vraiment beaucoup été, alors on va te laisser dire du bien de quelque chose. À toi de jouer. Ah ouais, non, on a tellement dit du mal de Black Panther, je crois que c'est l'épisode le plus en même temps, le film le mérite en même temps. On a juste dit qu'il redéfinissait complètement notre sexualité. Alors, les recos. Donc, j'ai cru comprendre que j'avais le droit d'en avoir 2. Mais t'as le droit d'en avoir, avoir le droit d'en avoir plus si tu veux. Voilà, alors... On est comme ça, nous. Pour la première, je vais aller dans la continuité en fait de notre petite discussion de la soirée et puisqu'on n'en a pas parlé, c'est l'autre BO de Black Panther qui donc est un album en fait qui a été préparé par les soins du rappeur Kendrick Lamar et qui regroupe pas mal de ses potes et qui est complètement dingue, que j'écoute en boucle depuis du coup sa sortie le 9 février. Il y a très peu des musiques de cette BO dans le film. Je crois qu'on doit retrouver 2 ou 3, notamment en fait. Enfin, je sais qu'il y a des paroles qui ont été enlevées dans les scènes du bureau de Shuri ou ce genre de choses. Et on retrouve notamment la musique de fin, All the Stars avec SZA. Ouais. Et il y a des musiques en fait avec des sonorités africaines très cool. Et notamment. Ma préférée de l'album, c'est laquelle? Je suis en train de regarder tout de suite là. C'est Seasons. Non, c'est pas Seasons. Non, c'est Redemption, qui est donc avec Zachary et qui est vraiment top. Voilà, donc écoutez cet album. Je le préfère personnellement en fait à la BO principale du film. Et je pense que c'est ce qu'ils ont cherché à faire en fait en mettant Kendrick Lamar en fait à la tête de cet album. Il y a un truc avec faire comme ça un image album, comme on dit au Japon. Avec un artiste connu, c'est un truc qui renvoie complètement à Batman et l'album de Prince de Batman. Comment ça? C'est que Prince avait fait un album illustratif de Batman, album concept, le film de Tim Burton, qui n'a rien à voir avec le film. On l'avait tous acheté en disant ouais, les musiques de Batman, et pas du tout en fait, c'était que du Prince. Alors après, on y gagne, hein, je veux dire, mais du coup, moi au début j'étais deg, j'ai dit mais sont où les musiques du film? Et je pense que c'est clairement un renvoi à ça en fait. Ça marque encore une fois un peu l'importance qu'a Black Panther en fait dans l'organigramme Marvel. C'est ça. Et tu en as une deuxième alors, recours, et cette fois-ci c'est un jeu vidéo parce que je suis quelqu'un donc qui joue beaucoup, peut-être même un peu trop. Et je passe énormément d'heures en ce moment sur Céleste. Qui est donc un jeu de plateforme fait par les créateurs de Towerfall. C'est Matt Makes Games, il me semble. Et c'est Marocco aussi. Hein. Ah bah très bien, on va en parler à deux. Si tu veux que je fasse le pitch, c'est l'histoire d'une nana qui va gravir une montagne. Et globalement, elle n'a que 2 pouvoirs, c'est-à-dire grimper en s'agrippant, ou alors une espèce de dash. Elle n'a que ça. Et le jeu joue sur une mécanique, seulement sur ces 2 mécaniques-là, et se réitère à chaque fois avec de nouvelles trouvailles, et ce pendant 7 ou 8 niveaux. Et bah vas-y, continue. Je t'ai fait le pitch. C'est principalement en fait, ce que j'ai le plus aimé dans ce jeu en fait, c'est le level design en fait, qui reprend un principe que j'aime beaucoup chez Nintendo, alors que c'est pas du tout un jeu Nintendo, mais je pense qu'il en a beaucoup appris. C'est que par exemple en fait dans un premier niveau en fait, au tout début, vous allez avoir en fait, je sais pas, une plateforme avec le nouveau gimmick en fait du niveau. Donc par exemple, ça va être des plateformes qui vont se déclencher quand tu vas dasher. Quand tu vas dasher, en fait, la plateforme va aller directement à droite, et quand tu vas redasher, elle va aller à gauche, ou ce genre de choses. Et à l'écran suivant, tu vas avoir en fait
la même chose, mais cette fois-ci 2 plateformes. Ça va se complexifier au fur et à mesure, en fait, jusqu'à la fin du niveau où ça devient vraiment intense et où, en fait, tout ce que t'as appris pendant les 30 dernières minutes, bah, ça va être le test final de tout ça. C'est vraiment un peu un level design à la Mario qu'on voit assez rarement dans d'autres jeux et bah, c'est assez cool que ça revienne. C'est ultra créatif. C'est vraiment, c'est plein d'inventions alors qu'il y a vraiment que deux mécaniques en fait, si tu regardes bien. Plus tard. Et le jeu à chaque fois se réinvente à chaque fois. C'est un death and retry, donc ça veut dire que tu meurs très très souvent. Moi j'en suis à plus de 3000 morts. Oui, parce qu'il y a donc un compteur de morts. Ouais, il y a un compteur de morts, mais le jeu te répète, il dit, il faut pas en avoir honte, il faut que tu apprennes à vivre avec ça et que tu apprennes à jouer. Et c'est ça qui arrive, c'est que bah tu joues mieux à chaque fois en fait. À chaque fois que tu refais un niveau, tu peux le faire les yeux fermés parce que tu es devenu meilleur. C'est le système de créativité et surtout d'ingéniosité de Dark Souls qui est de faire comprendre que en fait on est meilleur que ce qu'on croit et qu'il faut toujours s'accrocher. Et alors c'est vrai que c'est un jeu assez difficile, c'est un jeu qui est vraiment par moments t'as envie de hurler parce que je suis mort parfois de manière j'ai passé parfois 200-300 morts par écran en fait puisqu'après en fait il y a les niveaux classiques, puis ensuite on peut se refaire les side B qui sont une réinvention à chaque fois du même niveau mais en beaucoup plus dur. Donc je hurle, je suis en train d'essayer de tout faire mais c'est vraiment assez compliqué. Et en plus un jour je me suis dit qu'est-ce qui se passera après Braid en fait. Braid qui était un peu le gros succès indé de l'époque. Bah ça c'est le jeu de l'après Braid puisqu'en fait c'est à la fois un jeu de plateforme mais c'est aussi un jeu qui t'invite à réfléchir sur tes angoisses personnelles, sur ta peur, la peur de toi-même et sur tes angoisses. Alors c'est très léger, hein, ça reste quand même un jeu de plateforme, mais ça reste très bien écrit. Mais ça reste assez bien écrit et ça donne envie quoi en fait. Putain, on a fait une voilà, et ce jeu... Vous me l'avez bien vendu les gars, de toute façon j'avais déjà prévu de l'acheter. Non, c'est un jeu à faire. Et ce jeu en fait a cette espèce de pouvoir, alors je sais pas si c'est juste sur moi ou... en général, quand je vais crever beaucoup de fois en fait dans un Dark Souls ou en ce moment je suis sur Bloodborne, je suis en train de m'arracher les cheveux, c'est pas possible, tu vois. Ça fait 1 an que je suis sur Bloodborne en fait, parce que en général, quand je meurs, je ne le reprends pas. Je le reprends genre 1 semaine après ou autre chose comme ça. Ah ouais, toi à chaque mort tu à chaque mort. Non mais c'est les loadings, c'est pour ça load pendant 1 semaine et ensuite tu peux Non mais le jeu a été recodé hein, tu sais maintenant là en fait, Céleste a ce truc. Alors, il y a peut-être aussi le support qui joue beaucoup, le fait que ce soit sur Switch, donc console portable et tout ça. Mais donc oui, ça m'arrive souvent en fait de rage quit au bout de 3 morts. Mais je ne sais pas comment ni pourquoi, 5 minutes plus tard, j'ai encore la console dans les mains en fait et je retente. Ah, c'est vrai qu'en plus il est sorti sur Switch qui est vraiment le bon support. Voilà, pour ça. C'est là-dessus que je compte le prendre. Autre seul problème de la Switch de la version Switch, c'est que les joysticks des Joy-Con ne sont pas parfaits du tout et je crois que vaut mieux jouer avec la manette Pro parce que ça m'est arrivé très souvent en fait de rager parce que en voulant aller haut en fait en voulant faire mon dash vers le haut, bah par exemple je faisais diagonale droite ou inversement. C'est assez gênant. C'est un problème, je confirme, qui m'arrivait sans arrêt sur Ultra Street Fighter 2, où des fois t'avais des diagonales mal reconnues et c'était un enfer pour sortir certains coups spéciaux. Donc le contrôleur pro Uber Alles. Mais ça t'apprendra à ne pas jouer à un street au stick. Bah, je suis désolé, mais je n'ai pas racheté de stick pour la Switch. Je ne le ferai pas, je refuse. Benjamin, qu'est-ce que tu as à nous recommander, toi ? Eh bien, moi, Daniel, tu me connais, je suis un peu un complétiste et quand je me lance dans une série de jeux vidéo, j'ai envie de faire tous les épisodes. Donc j'ai dit beaucoup de mal de Donkey Kong Country Returns, et bien je continue avec la série de Returns, qui est une série connue, et oui, avec Metroid Samus Returns, donc un autre épisode de cette saga. Donc que dire sur Metroid Samus Returns qui n'a pas déjà été dit, eh bien c'est un remake de Metroid 2 sur Game Boy, et du coup on comprend mieux pourquoi Nintendo était si prompt à faire abandonner le fangame qui s'appelait AM2R je crois. Bref, même s'il continue dans l'ombre, hein, on va pas se le cacher. C'est un sujet super sensible pour moi. Ah oui, je me doute. Mais de toute façon, je pense qu'on est d'accord sur le sujet que les fangames, les gars, si vous voulez les faire, faites-les dans votre coin et les mettez pas sur Internet parce que au premier article qui passe dans Kotaku, c'est terminé, quoi. Et surtout, ayez un minimum de créativité, utilisez d'autres assets, en fait, que ceux de base.
Parce que si c'est pour ripper les sprites de Super Metroid comme dans M2R, évidemment, c'est normal que ça se passe mal. Alors qu'il suffit de changer pas grand-chose pour en faire un jeu original. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ce jeu-là. D'ailleurs, j'y jouerai après quand j'aurai terminé ce remake officiel. Et donc, remake officiel fait par les petits braves de Mercury Steam qu'on connaissait pour Castlevania Lords of Shadow. Et notamment, l'épisode, c'est Mirror of Fate, je crois qu'il s'appelle, leur épisode en 2,5D. Que je n'avais pas détesté. C'est pas glorieux, c'est un 6 sur 10, c'est le petit jeu sympa que tu peux t'envoyer comme en cas. Et donc pour Samus Returns, j'en attendais pas grand chose. Je me rappelais avoir fait l'original sur Game Boy à l'époque. J'avais décidé les plans sur papier quadrillé puisqu'à l'époque on n'avait pas de minimap, donc il fallait se taper les plans soi-même. Et bien voilà, j'y rejoue avec énormément de plaisir. Les petits ajouts sont pas dégueux. Je sais que Daniel est un peu mitigé sur l'espèce de contre. Moi, je trouve que ça apporte vraiment une certaine petite variété au gameplay. Moi, je suis pas trop un fan. Mais en fait, je trouve que ce qui pêche surtout, c'est le level design en fait. C'est le level design d'époque. Moi, je le trouve pas si mal, mais c'est vrai qu'on n'évite pas quelques allers-retours, même s'il y a des téléporteurs qui te permettent d'en éviter la majorité. Mais en tout cas, moi ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un Metroid 2D, que ça fait du bien et que j'espère que ça va inciter Nintendo à en ressortir maintenant dès qu'il soit inédit. Ça me ferait vraiment très plaisir, oui, sur Switch ou ailleurs. C'est une bonne idée. J'ai pas envie de ressortir ma 3DS en fait. Ouais, des Metroid 2D, ça franchement, non, ça ferait du bien, par où ça passe. Tu vois, je suis tellement en manque que j'ai joué à The Mummy Demastered c'était pas génial. Franchement, je me suis forcé à finir, j'étais un peu déçu. Donc voilà, on en manque de jeux comme ça fait du bien. Je n'attends presque plus Bloodstained alors que je l'ai backé, donc c'est de dire si Metroid Samus Returns me fait plaisir. Donc voilà, c'était marrant. Mais voilà, c'est pas la peine de nous écrire pour demander un débat sur les Metroid. Évidemment, c'est Super Metroid qui gagne. Eh ben, je suis d'accord. Tu vois. Alors que je suis un gros fan de Metroid Prime 1, mais c'est vrai que Super Metroid. Alors pour Marocco, j'ai décidé de recommander Steel de Shaquille O'Neal. Dans la thématique, donc un film de super-héros, très bien. Ah bah oui, non mais c'est vrai qu'on dit souvent c'est le premier grand film mainstream, mais parce qu'il y en a eu plein d'autres avant qui sont pas mainstream. Et Shaquille O'Neal, il a fait Steel, qui est une vague tellement adaptation. pas mainstream que personne ne connaît, quoi. C'est pas un direct DVD ou vidéo non, il est sorti en salle, c'est sûr. Il est sorti en salle. Comme Spawn d'ailleurs. Comme Spawn, comme Blade. Comme Blade, ouais. Ou Meteor Man. Ou je sors Hancock, attention. Non mais Hancock c'est spécial. Oui, c'est spécial. Bon bref. Donc on peut dire que c'est mauvais, c'est pas besoin de dire que c'est spécial. J'avais donc Céleste, mais je l'ai laissé à notre guest. J'ai vu Phantom Thread, donc le dernier PTA. PTA, Paul Thomas Anderson. Et Phantom Thread est un film assez fou en fait. Je crois que c'est mon PTA mon Paul Thomas Anderson préféré. À ce point-là, putain, faut que je le vois. Depuis très longtemps, depuis au moins The Master. J'adore ce film en fait, mais c'est un film. Il en a sorti qu'un depuis The Master. De toute façon, il y avait que Inherent Vice. Il y a Inherent Vice, ouais. C'est un film complètement fou. C'est une histoire d'amour et en même temps c'est une histoire de potion. C'est une histoire d'un mégalo génie incompris. C'est un film évidemment mégalomane. Comme souvent chez PTA, et sur la difficulté de sa relation avec ses parents. C'est un film ultra psychanalytique et en même temps qui repose sur certains drames de l'âme humaine et sur un amour un peu pervers en fait. S'il fallait le résumer, je dirais que c'est... Si tu as vu Mover d'Aronofsky, je dirais que c'est Mover en bien en fait. C'est-à-dire que c'est le même délire un peu mégalo du créateur Démiurge, mais en même temps parfaitement bien réalisé, très bien exécuté. Enfin voilà, la photo est extraordinaire. Les acteurs sont au-dessus de tout, que ce soit Daniel Day-Lewis ou la jeune nouvelle arrivée dont j'ignore le nom, et en fait tout le monde ne sait pas qui c'est en fait, tellement elle est nouvelle dans le game. Vraiment, elle s'appelle Vicky Krieps. Et ils forment il y a une espèce d'histoire d'amour entre deux. Daniel Day-Lewis joue un couturier dans un Londres des années 50. Et donc c'est vraiment c'est la haute couture. Et elle arrive et elle essaie de trouver sa place pour un mec qui lui donne pas d'amour en fait. Et la manière dont elle va bouleverser la routine va te surprendre, mon ami Benjamin François. Mais il faut absolument que je le voie. Je suis un énorme fan de P.T. Anderson. Magnolia est certainement dans mon top 3 de mes films préférés de la vie.
Donc oui, il faut que je le voie. Et effectivement, je vois que Vicky Krieps, elle est luxembourgeoise, sache-le. Comme dans Magnolia, il y a un gros problème avec les parents. Comme dans Magnolia, il y a un gros problème avec la mégalo. C'est quand même un film qui a quelque part les initiales de son auteur. C'est Phantom Thread, tu vois déjà, t'es déjà pas loin. C'est un film qui est passionnant à analyser. Je pense que c'est un de ces films, comme The Master d'ailleurs, que tu pourras revoir et voir et revoir, et à chaque fois trouver une couche de quelque chose à analyser, suranalyser. Je pense qu'en ces termes, il n'a aucune chance pour les Oscars. Je sais pas où est-ce qu'il est nommé à part meilleur acteur. Parce que c'est un film vraiment compliqué. C'est pas le genre de choses qu'on a envie de voir. C'est un film assez violent en fait. C'est un amour très 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 violent. Mais c'est un film qui me fascine. Je l'ai vu il y a pas si longtemps, mais j'arrête pas d'y penser. Et je crois que c'est un de mes films préférés de cette année. Donc voilà, je recommande Phantom Thread. Allez le voir, il est sorti le même jour que Black Panther, donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Aller à l'un et après à l'autre à la séance d'après. Il est aussi long que Black Panther, donc vous en aurez au moins pour votre argent. Donc je n'irai pas voir Black Panther une troisième fois, c'est ça? Je te conseille d'aller voir Phantom Thread. Après, tu peux faire une double feature. Après, je peux pas nier que c'est un truc, c'est l'Angleterre des années 50 et que c'est peut-être pas ton groove. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment, c'est du très beau cinéma, quoi. Moi, j'ai été vachement surpris parce qu'il est sorti aux USA le jour de Noël et avec un marketing inexistant au point que j'ignorais complètement l'existence du film jusqu'à il y a genre 3 semaines. Et jusqu'à ce que je te dise, il faut que j'aille voir Phantom Thread. Mais c'est ouf, hein, alors que c'est un P.T. Anderson, c'est quand même pas n'importe qui ce gars-là. Et je trouve assez incroyable qu'ils aient foiré le marketing à ce point-là. On a commencé à voir des affiches dans la rue, genre il y a 3 semaines, mais après la sortie du film, et c'est assez ouf. Bah, il a juste un buzz positif par des cinéphiles à Paris, mais voilà, c'est pas le genre de truc qui sera que Durandal va... Ah, quoique, je sais pas s'il va te faire un avis dessus, peut-être. On attend avec impatience son avis, n'est-ce pas, Benjamin? Toujours, j'attends toujours son avis. Mais surtout je pense que pour les pubs aux USA, ils ont attendu que le film commence à gagner des awards à droite à gauche pour commencer à en faire de la pub, et ça me rend un peu dingue parce que effectivement, je te dis, j'en avais pas du tout entendu parler avant, 2 semaines après sa sortie. Brice, oui, c'est le moment de se dire au revoir, mais avant déjà tout, ouais, déjà, tu sais que t'as vu que ça passe vite. En plus, avec on va enlever toutes les blagues sulfureuses et de cul que Benjamin fait que je fais sans arrêt, on peut le dire. Hein, oh. Donc tu vas voir, l'épisode il va durer 2 minutes. 2 minutes. Et mes scandaleuses blagues racistes aussi. J'espère que vous allez les enlever. Ah bah on va tout en tirer. Toutes les imitations de Michel Leb, on va les enlever. T'inquiète pas. Ah mais c'est ça, on peut plus rien dire. Hein. Ah, voilà. Je trouvais que ça retranscrivait bien l'accent de T'Challa pourtant, mais ok, très bien. Le coup des lunettes et des narines, enfin c'était vraiment, c'est ok, très bien. Hein. Ce grand acteur, merde. Donc c'est le moment de te présenter et de dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, on me retrouve surtout sur Twitter, en fait, sous le nom de Ilagee, donc I-L-A-G-E-E, c'est pas un L, la première lettre, en fait, c'est vraiment un I majuscule. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Parce que jusqu'à il y a 2 jours, je t'appelais Yagé. Par exemple. Et, alors, j'y fais pas grand-chose, hein, j'y parle principalement de jeux vidéo. C'est un sujet qui nous intéresse pas et nos auditeurs non plus, donc non, et de Black Panther, non, aussi beaucoup de Black Panther. Je raconte aussi beaucoup de merde en fait, parce que tu es un shitposter, peut-on le dire. Voilà, c'est littéralement du shitpost, mais de qualité, s'il vous plaît. On préfère t'avoir de notre côté. Voilà, non, du shitpost de qualité, et je vous attends. Et fais ta promo aussi, puisque tu vas faire la tournée des popotes après. Alors, normalement, je suis dans le prochain... Parce que en fait, je suis chroniqueur régulier sur le podcast Allo Central de Radio Kawa. Ouais, voilà. Salut. Et donc, qui sont des amis. Et la prochaine parle de Black Panther, et vous allez encore m'entendre en parler. Et il y a des chances que vous m'entendiez en parler dans d'autres podcasts à venir, en fait, que je cite pas pour l'instant, mais on verra. Voilà. D'accord, très bien. J'en ai beaucoup trop parlé sur internet, et du coup maintenant tout le monde veut m'avoir pour Black Panther. Et du coup tu es un peu surbooké maintenant. Donc, tu nous as donné la primeur, c'est déjà bien. C'est ça. Et Benjamin, toi,
Eh bien, moi, de même sur Twitter, @KWYXZ, sur after8.fr, sur les forums de Gamecult, dans Parle à mon Luc, quand papa reviendra de vacances, on va peut-être réussir à se mettre d'accord pour enregistrer. Parce que pour une fois, tu vois, on s'est mis d'accord sur le film assez rapidement, mais on a toujours pas trouvé la date. Donc on avait dit qu'on essaierait d'éviter les 2 mois d'attente entre 2 épisodes, c'est raté. Donc voilà, je pense qu'on va. Mais en même temps, la qualité se paye, hein, tu vois. C'est ça. Pour avoir nos commentaires de qualité, il faut les mériter, il faut attendre un peu. C'est à peu près tout. Donc vas-y, Daniel, à toi. Et pour moi, c'est Camille Robotique sur Twitter. Évidemment, Super Ciné Battle. Avec mon camarade papa, donc pour la 10e fois, il est en vacances. C'est dingue, on parle tellement de lui, on doit être amoureux de lui, je vois pas de ça. Faut que je nomme aussi MDR qui a repris, et MDR est en feu en ce moment, puisqu'il y a pas mal de films, de grosses actus, que ce soit Spirou et Fantasio, où on se projette, on a Gaston Lagaffe, on a vraiment du gros matos quand même. Le Deep Universe, en force. C'est un peu notre Black Panther à nous, Spirou et Fantasio. Tu crois pas si bien dire, quand tu le verras, tu comprendras. Tu vas voir, Ramsey Media, il va révolutionner le cinéma. Non, vraiment, en fait, je dis ça en vanant, mais Spirou et Fantasio, ce qu'il y a vraiment de bien dedans, c'est Ramsey, justement. Il est vraiment bon. Il joue Zorglub, c'est ça ? Il joue Zorglub, ouais. D'accord. Donc MDR, que je vous invite à écouter, c'est un podcast, c'est beaucoup plus court qu'After Eight. On peut mettre 3 MDR dans le temps d'un After Eight. C'est beaucoup trop court d'ailleurs. Faites plus long, les gars. Ouais, mais on aime bien quand c'est un petit format comme ça, parce que ça nous permet de punchliner un petit peu. Et surtout quand on a des films qu'on n'aime pas, en fait. Et puis sinon, je vous invite à écouter le dernier Super Ciné Battle, le prochain, puisqu'il y a une surprise pour vous qui êtes fidèles. La phrase rituelle, c'est vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr, sur YouTube et sur Apple Podcast et tous vos machins de podcast que vous utilisez d'habitude. Pour les gens qui sont vieille école comme nous, Apple Podcast et iTunes, hein. Faites pas genre. Mais attends, j'ai mis 2 mois à apprendre le fait que iTunes maintenant c'est... je me demandais si t'allais céder, si t'allais retomber dans tes vieux travers, mais non, tu as dit Apple Podcast, mais tu as été très corpo. J'y pense à chaque fois maintenant, mais on m'a tapé sur le doigt. Justement, c'est les mecs de MDR, ils m'ont tapé sur les doigts. Donc, on vous remercie beaucoup. On remercie beaucoup Brice pour sa participation. Merci encore d'avoir été là. Merci Brice d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'avoir combattu la gueule de bois. Oui, d'avoir apporté ta bonne humeur au ronchon que nous sommes. Parce que sinon, tu sais, ça joue à ça la note. C'est comme ça les notes Gamecult. Hein. Tu sais, il suffit d'être de bonne humeur, hop, ça bascule à 9, et hop, sinon, ça bascule à 6. Vous auriez défoncé le film, sinon, heureusement que je suis là. Heureusement que t'étais là. Le popcorn était dégueulasse, quel film de merde. Bon, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. On a plein de sujets, l'actualité est riche, on devrait passer en hebdomadaire, mais Quicks ne peut pas. C'est moi qui me tape tout le montage, donc j'ai envie de dire non. Voilà. Des bisous à tout le monde. On vous embrasse très fort. Benjamin, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Les Jeux Olympiques. C'est vrai. On n'a pas. Il y a un truc qui est fou, c'est que j'ai l'impression, j'ai pas vu une seconde de Jeux Olympiques depuis une semaine. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Est-ce que c'est la distance ? Est-ce que tout le monde se fout des Jeux Olympiques d'hiver ? Mais ça a toujours été ça. Mais personne n'en a rien à foutre des Jeux Olympiques d'hiver. Mais moi, je vous cache pas que même les Jeux Olympiques d'été, je m'en bats les races. Hein. Franchement. Ah non, moi j'aime bien le 100 mètres, le 200 mètres, le 400. Moi j'aime bien l'athlé en fait. Ah, je m'en tape. Mais
Attends, le truc qui m'a rappelé qu'il y avait les Jeux Olympiques, c'est que j'ai regardé mon Twitter japonais et il y avait toutes les petites nanas, les japonaises, en fait, l'équipe de japonaise de curling qui deviennent un véritable événement au Japon. Et je me suis dit, ah merde, il se passe un truc, en fait. Et l'équipe de curling, ça devient un vrai truc puisqu'il y a l'opposition entre Japon et Corée. Non, ouais, là, tu m'étonnes. Non, je vois des gens en parler ici un peu parce que il y a des Américains qui gagnent. Il y a eu il y a Shaun White, mais il y a aussi la jeune snowboardeuse qui a 17 piges là, qui apparemment est un peu rock'n'roll et elle a eu une médaille d'or, donc les gens en parlent. Mais sinon à part ça, Et j'ai regardé un peu la télé russe par hasard et eux ils parlent pas du tout des JO, curieusement. Non, ils parlent des JO bien évidemment quand les Russes gagnent évidemment. Mais comment les Russes peuvent gagner? Ils ont été tous disqualifiés. Non, il y a le machin. Non, ils ont Zangief. Mais ils ont parlé de l'athlète américain qui fait du patinage et qui est ouvertement gay. Et évidemment, ils ont fait un gros sujet dessus. Alors, j'étais presque content qu'ils fassent un sujet dessus. Mais c'était pour dire du mal. Et alors, non, c'est que le sujet était vraiment neutre, positif, donc j'ai trouvé ça assez cool. Mm-hmm. Et puis ensuite, le mec en plateau, il dit « Oui, mais quand Mike Pence est passé, il a refusé de lui serrer la main. » Et putain, c'est un retour plateau, mais digne de Jean-Pierre Pernaut de la grande époque, quoi. Ouais, mais dans le même temps, tu vois que c'est notre gouvernement qui montre l'exemple, hein. Ouais, non, mais c'est... Ah là, mais... Putain, mais les JO sont en train de passer. Moi, j'ai un peu d'affection pour les JO d'hiver, en fait, parce que c'est un peu tous les non-professionnels, quoi. On les sort une fois tous les 4 ans, on leur dit, vous faites votre bidule, on vous file une médaille, c'est le mec qui tire au fusil, là, après avoir fait du ski de fond. C'est au JO d'été, c'est pareil, hein. Il y a énormément d'athlètes qui sont pas pros, qui font les JO d'été parce qu'ils ont la chance de pouvoir y aller, mais... C'est vrai. Et d'ailleurs, Aitonia le montre très bien. Bon, c'est pas les JO d'été, mais Aitonia le montre très bien d'ailleurs que la meuf, elle était serveuse, quoi, le reste de l'année. Donc, non, l'athlète, je pense que si t'as envie d'être riche à millions, vaut mieux que tu te mettes au foot plutôt qu'à l'athlétisme. Ah non, mais c'est clair.